France Première, Véronique Tiberghien. 7 Belges sur 10 ont aujourd'hui un crédit à rembourser. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément des difficultés pour le faire, mais fin avril de cette année, on comptait 341 281 Belges qui étaient fichés à la centrale des crédits aux particuliers pour au moins un crédit défaillant. Il faut savoir que les crédits à la consommation sont souvent ceux qui sont le moins bien remboursés, mais que ces crédits à la consommation peuvent également atteindre des taux de 18,5%. Et qu'il est tout à fait légal pour un magasin chez qui vous contractez un crédit à la consommation de 1 200 € par exemple, d'exercer ce taux de 18,5%, ce qui est énorme. Beaucoup de Belges précarisés, fragilisés, ne font pas forcément le calcul aujourd'hui et se retrouvent dans des situations extrêmement précaires. Mais une nouvelle population est apparue également en matière de précarité économique. Une population avec un couple, par exemple, avec enfants, qui travaille avec 2 salaires dans la maison, mais des petites situations de crise aidant. Parfois, il ne faut même pas une situation de crise qui s'installe dans la famille et les crédits ne peuvent plus être remboursés. Des familles qui se retrouvent dans des situations précaires alors qu'elles ne faisaient pas partie d'un profil sociodémographique ou sociologique qui les prédestinait à ce type de situation. Et c'est pour lutter aussi contre tout cela que l'Observatoire du crédit de l'endettement lutte chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour mettre en place une série de dispositions, de pratiques, d'informations également et d'aide à ces populations plus fragilisées afin que les situations changent aussi. Ils ont essayé d'interpeller le politique avant les élections avec 6 recommandations. Ce sont pour certaines des urgences aujourd'hui qu'il faut prendre en compte et on va en parler dans notre émission avec Caroline Jeanmar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Vous êtes venue également avec Sabine Thibault. Bonjour. Bonjour. Juriste à l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Fin avril, 341 000 personnes fichées à la centrale des crédits. C'est un chiffre qui baisse, mais vraiment, mais c'est alors un petit peu d'année en année, quoi. C'est quand même pas... Alors, il faut bien se rendre compte, ça veut dire que 5% des emprunteurs, donc 5% des personnes qui ont du crédit, ont des difficultés avec ce crédit. Ouais. Ce qui veut dire que 95% des personnes qui ont du crédit n'ont pas de problème de remboursement. Arrivent à rembourser. Est-ce que ça leur donne une qualité de vie aujourd'hui? Ils n'ont pas de problème de remboursement. C'est ça, voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est simplement ça que disent ces chiffres. C'est 5% des emprunteurs ont des difficultés avec ce crédit. Ça ne veut pas dire que dans ces 5%, ce sont des personnes qui ont forcément plusieurs crédits. Il y a une grande partie de ces personnes qui n'ont qu'un seul crédit et qui peuvent revenir à flot sans trop de difficultés. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment comprise et est-on suffisamment conscient de la situation du crédit et de l'endettement en Belgique pour pouvoir se dire on est sur la bonne voie d'une amélioration? Alors, il faut toujours faire attention quand on fait le lien entre crédit et surendettement. Oui. Ça ne va pas forcément de pair. Alors, disons simplement l'endettement. L'endettement, oui. Avoir du crédit, oui. C'est être endetté. Mais on sait aussi que beaucoup de personnes ont des difficultés sans avoir ces crédits. Et on le voit par exemple dans les personnes qui sont en règlement collectif de dette, donc en procédure judiciaire pour régler leurs dettes. 1/4 de ces personnes n'ont pas de crédit. Oui. Donc voilà, en termes d'endettement, je pense que on est tous endettés quelque part. Oui. Et qu'on reçoit une facture dans le délai de paiement, etc. On est endetté pour une part importante de la population. On a un crédit pour obtenir un bien immobilier, un crédit voiture ou pour des travaux. Donc voilà, je pense que la situation en matière de crédit, on le voit depuis 2-3 ans en termes de pourcentage d'emprunteurs défaillants, en termes d'arriérés, mais aussi en termes de personnes qui ont recours au règlement collectif de dette. La situation semble s'améliorer en termes, statistiques. Maintenant, les personnes qui sont confrontées à ces difficultés, je ne suis pas certaine que la situation soit plus simple pour elles. C'est ça. La première recommandation que vous aviez faite, concernait la précarité économique, qui est un phénomène qui s'est transformé et qui a interpellé quand même le grand public, parce qu'on a vu apparaître dans cette bulle de la précarité économique des personnes ou des profils sociodémographiques et sociologiques qu'on n'attendait pas et dont il a fallu tenir compte aujourd'hui.
aujourd'hui. Est-ce que cette précarité économique est toujours présente, suffisamment comprise et suffisamment prise en compte aujourd'hui ? Alors présente, oui, elle est tout à fait présente. Elle est en augmentation. Hein. On constate effectivement que là où on pouvait penser a priori des facteurs protecteurs comme avoir un travail ou être être en couple déjà, pouvait protéger des difficultés financières, on voit que ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a des facteurs plus à risque. Le fait d'être isolé, effectivement, vous êtes plus à risque de difficultés financières. Donc voilà, pris en considération, je ne sais pas, une des recommandations qu'on avait faites, évidemment, c'était, on se rend compte, si on prend le prisme du surendettement, que le premier facteur déclencheur des difficultés financières, c'est l'insuffisance des revenus. Donc pour subvenir à ses besoins de base, donc pas forcément des acheteurs compulsifs ou des personnes qui prennent du crédit à tout va. Donc une des recommandations qu'on faisait, c'était effectivement de réfléchir à augmenter les minima sociaux, au moins les relever au seuil de pauvreté, au minimum, et surtout que ces personnes plus précarisées, plus fragiles, aient un accès à une information de qualité. On se rend compte que beaucoup d'entre elles ne savent pas vers qui se tourner, sont peu ou mal conseillées, et donc il est urgent que les dispositifs soient connus et que les personnes puissent avoir recours de manière plus importante à ces services. Oui, c'est surtout à ce niveau-là. Il y a vraiment, on le voit via notre ligne de consultation, donc aux particuliers, des personnes qui ne savent pas vers qui s'orienter, vers où s'orienter, qui ne connaissent pas les procédures qui sont mises en place, les premiers réflexes, les premières démarches. Et donc, souvent, on laisse passer, mal conseillé ou mal orienté, on laisse passer le temps. Et finalement, quand on réagit, l'endettement donc, a pris de l'ampleur et les moyens d'action sont de plus en plus limités à ce niveau-là. Moi, je voulais juste revenir par rapport au crédit. C'est vrai qu'on associe souvent crédit sur endettement, mais ce qu'on voit aussi dans les dossiers, c'est que au départ, les personnes éprouvent déjà des difficultés, comme on l'a dit, au niveau des remboursements des charges de la vie courante. On essaie de s'en sortir comme on peut. Les problèmes d'argent restent un sujet tabou et donc on essaie de trouver des solutions de son côté. Et parfois, un des premiers réflexes, c'est d'aller contracter un ou deux petits crédits, mais qui finalement ne font que plonger de manière plus précipitée la situation. Donc, c'est pas vraiment le crédit, je veux dire, n'est pas la cause en elle-même, finalement, de la situation de surendettement, mais voilà, c'est un plat sur une lampe de bois et ça précipite les situations. Quel est le premier bon réflexe à avoir quand on se retrouve confronté à, alors imaginons un cas très concret, une facture, la facture d'eau par exemple, qui est une facture qui arrive 1 ou 2 fois par an en fonction d'eux, mais qui est toujours évidemment la facture qu'on n'attendait pas ou sur laquelle on n'avait pas compté. Voilà, elle arrive, je ne sais pas payer parce que je suis divorcée, je me retrouve seule avec mes enfants et c'est déjà compliqué à mettre en place. Alors le premier réflexe que l'on donne, enfin le premier conseil que l'on donne, ça va être un peu bateau, mais c'est faire son budget de toute façon. Et surtout quand on a des situations familiales ou professionnelles qui changent, pour voir un peu quelles sont les charges qui vont peser dans mon budget et comment, avec les revenus dont je dispose, je vais pouvoir répartir et gérer finalement ma vie au quotidien. Donc ça, le budget, c'est vraiment le premier réflexe à avoir à ce niveau-là. On n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours la possibilité de le faire, mais une fois qu'on éprouve en effet des difficultés de paiement, il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact directement avec le créancier et à négocier avec eux éventuellement dans une proposition de plan de paiement. Oui. Rester renfermé sur soi-même, attendre que les choses passent, ça ne fait finalement qu'aggraver les choses, puisque les procédures de recouvrement se mettent en place. Et voilà, à un moment donné, il faut payer sa dette de toute manière, mais donc il faut être proactif finalement dans les difficultés que l'on peut rencontrer. Mais encore une fois, et Madame Jean-Marie le répète, c'est bien souvent les gens n'osent pas, ont peur d'agir tout seul ou on éprouve des difficultés, envoyer un courrier, peut-être à prendre le téléphone. Et donc, il faut pouvoir peut-être se référer à des personnes relais au niveau des services sociaux, au niveau même de l'observatoire, pour pouvoir commencer et débuter ces premières démarches. Par rapport au budget, justement, il y a des outils qui existent. Il y a un portail en Wallonie
portail surendettement où vous avez des grilles budgétaires qui existent. Il y a des outils en ligne, des outils papier. Donc, pour faire son budget, il y a des outils. Et c'est vrai que pour se faire conseiller, la première chose à faire, c'est effectivement de décrocher son téléphone ou se mettre derrière l'ordinateur et envoyer un petit mail au créancier en disant voilà, j'ai des difficultés, et donc prendre contact. Après, c'est vrai que via nos consultations juridiques par téléphone ou par mail, les personnes peuvent nous contacter et on peut les conseiller, au moins les orienter en tout cas. Il faut savoir aussi qu'il existe toute une série d'aides financières et sociales, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, au niveau du chauffage. Et donc, il ne faut pas hésiter, en effet, via le portail, donc ces renseignements figurent également, de voir si on rentre dans les conditions finalement d'accès. C'est ça, beaucoup pensent qu'il faut être au CPAS, ou déjà être dans une situation précaire reconnue pour pouvoir bénéficier de ces services. Toute une série d'aides qui existent et qui peuvent vous aider donc à pallier des difficultés, en tout cas passagères, oui. Est-ce que la plupart des organismes aujourd'hui acceptent des étalements de paiement facilement, ou est-ce que ça demande une négociation à chaque fois, devoir convaincre Ça, chaque créancier a ses particularités aussi donc à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut surtout être proactif et montrer finalement que l'on est là, et que si on propose un plan de paiement, de le respecter. Il faut que toujours, si on propose en tout cas une proposition de plan de paiement, je vous dis de faire son budget auparavant pour ne pas non plus payer, pour être tranquille, mais de creuser finalement le trou dans notre dette. Donc il faut vraiment faire une proposition adéquate. Les créanciers sont tout à fait libres en effet de refuser finalement ces paiements, mais c'est en tout cas la première étape nécessaire. Maintenant, leur intérêt est peut-être d'accepter en disant au moins on s'est payé. Il faut parfois réfléchir un peu en ces termes-là aussi. Il y a des créanciers plus durs à la négociation que d'autres, ça c'est certain, mais il est clair qu'une fois que le plan est mis en route, il faut absolument tenter dans la mesure du possible de respecter, ou en tout cas de prévenir le créancier si une difficulté supplémentaire bien survient. On a justement reçu par SMS le message de Colline qui nous dit faire son budget, qui résonne bien dans ma situation. Je me suis récemment séparée de mon mari. Nous avons fait ça à l'amiable, tout s'est bien passé et je me suis naïvement dit que tout irait pour le mieux parce que j'avais pensé à tout. Ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est qu'en me séparant de mon mari, nous allions devoir ajouter des plans et des points budgétaires, comme par exemple la garde des enfants ou bien simplement l'inscription à des stages parce que je ne peux pas prendre congé systématiquement quand j'ai les enfants ou ce genre de choses, et elle dit l'achat d'une nouvelle voiture, etc. Et c'est vrai que visiblement Colline, c'est ça qui l'a plongée dans une situation très compliquée et critique. C'est toutes les choses auxquelles on ne pense pas. Et c'est pour ça que quand vous disiez dès qu'on a un changement de situation, quel qu'il soit, en positif ou en négatif, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et ça c'est important. Mais on ne pense pas toujours au nouveau poste budgétaire qui non, c'est pour ça que, comme Caroline le précisait, on a donc via le portail ou via le site de l'Observatoire également des outils donc de grille budgétaire, d'échéancier qui permettent on a repris finalement la totalité de tous les postes. Vous n'y avez pas pensé, on y a pensé. Et donc donc ça peut faire peur au départ. Donc c'est fastidieux. On a pensé à tout. Donc effectivement, on n'oublie rien, mais quand on fait l'exercice, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est vraiment très important. Faire un budget, c'est la base, mais il faut se dire si je le fais jusqu'au bout, correctement, et donc je prépare mes documents à l'avant, je me documente, j'ai mes factures, etc. pour aussi avoir un budget réaliste, parce que faire un budget en indiquant des montants approximatifs, ce n'est pas aidant non plus. Après, le résultat, c'est de voir si au final on est plutôt en équilibre ou en déséquilibre. C'est vrai que si on voit qu'on est en déséquilibre et que, comme une partie non négligeable de la population, tous les mois, en fait, avec les revenus dont on dispose, on n'arrive pas à subvenir à l'ensemble de ces charges, ça c'est un signal très clair. Il faut faire appel à un professionnel pour se faire aider. Un service d'aide. Vous avez aussi, pour rebondir sur la remarque, c'est que il y a bien sûr les outils qu'on présente de grilles budgétaires et d'échéanciers. Il y a en effet les aides sociales et financières qu'on peut éventuellement activer. Et puis on a aussi au niveau du site de l'Observatoire des brochures pour faire des économies. Donc des trucs entre guillemets, des trucs et astuces pour en tout cas tenter de réduire sa consommation de manière diverse dans les différents postes que l'on peut reprendre,
On va revenir dans un instant sur une autre proposition que vous avez faite, notamment celle d'actualiser la liste des biens insaisissables. Alors, j'y avais pas pensé, mais on va justement expliquer pourquoi c'est important. Et ce sera après le Lumineers. Lynn Jean-Marc et Sabine Thibault, on poursuit évidemment notre conversation autour de ce qui se passe par rapport à l'endettement et au surendettement en Belgique. Dans les propositions que vous avez rendues, il y avait encadré et plafonné les frais de recouvrement des dettes et puis actualiser la liste des biens insaisissables. Alors, on va dire 2 mots sur cette liste exactement et voir pourquoi il faut actualiser aujourd'hui. Alors, il faut savoir que lorsque donc on est dans la phase judiciaire, oui, oui. Donc le huissier intervient, donc c'est lui qui est chargé d'assurer ce recouvrement judiciaire. Il a à sa disposition, donc au niveau des moyens d'exécution, on s'appelle forcé pour recouvrir la dette. Il peut en effet mettre en œuvre donc une saisie exécution mobilière, c'est-à-dire qu'on saisit les biens meubles de la personne et qu'à terme, l'objectif donc est de vendre les meubles et d'utiliser le prix de cette vente pour rembourser la dette. Oui. Alors, dans le code judiciaire dont l'adoption date fin du 19e siècle. Ah oui, quand même. Je m'attendais à mieux. Non, il date de plus loin. Je ne sais plus la date exacte, mais enfin, ça cadre bien. Années, le code judiciaire prévoyait une liste de biens qui justement ne pouvaient pas faire l'objet finalement de saisie pour permettre à la personne de pouvoir continuer à vivre avec un minimum de matériel. Et il s'agissait notamment, il s'agit toujours donc d'une table, d'un lit, de chaises, etc. Dans cette liste n'a jamais été actualisée en fait depuis son adoption. On retrouve de manière assez anecdotique, notamment des poules, des chèvres, des brebis, etc. Ah oui. Qui étaient à l'époque de son adoption, pouvaient s'expliquer, mais voilà, qui à l'heure actuelle n'est plus du tout actualisée. Elle n'est plus du tout actualisée, notamment aux moyens et aux besoins qui répondent finalement, en tout cas, à la nécessité de la dignité humaine d'une personne qui vit au XXIe siècle. Et c'est pourquoi on insiste en fait sur la nécessité justement d'adapter et d'actualiser cette liste aux besoins actuels finalement des personnes. On pense notamment à tout ce qui concerne en effet les télécommunications, les connexions Internet, etc. Donc ces éléments-là qui permettent à la personne de pouvoir, dans l'état actuel de la société de communication, de pouvoir effectuer des démarches, de pouvoir rechercher de l'emploi. Ça concerne également la scolarité des enfants. Donc, de prévoir en tout cas et d'actualiser cette liste dans ce sens. C'est ça peut être un ordinateur pour la famille, avec la grande qui fait ses devoirs dessus et qui rend... et la maman ou le papa qui cherche un travail aussi pour cet intermédiaire. Bien sûr, ces biens sont en première ligne, finalement, lorsqu'il y a une saisie immobilière mise en place, puisque c'est les seuls biens qui présentent encore une certaine valeur, en tout cas à la vente. Est-ce que cette liste a encore du sens, justement, parce que on se dit, si on met en place une série d'objets insaisissables et que finalement il ne reste pas grand-chose à saisir, est-ce qu'il y a encore un sens à passer par ce type de démarche ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça rapporte à un moment donné quelque chose ? Est-ce que ça a permis quelqu'un de s'en sortir ? Les saisies immobilières sont souvent critiquées en fait dans leur mise en œuvre, parce qu'en effet, compte tenu de cette liste et compte tenu du montant finalement que la vente représente au niveau de ces biens, souvent on n'arrive pas à terme, on n'arrive même pas jusqu'à la vente, parce que la vente des biens ne couvre pas en effet les frais de la vente. C'est vrai qu'on constate sur le terrain la multiplication de ces formes de saisie, plus dans un sens de pression et de menace finalement pour amener la personne à payer ou à dégager un montant finalement pour le créancier. Donc voilà, oui, elle est dans le code judiciaire, c'est une procédure qui existe et qui est mise en œuvre. Maintenant, elle n'arrive pas souvent, en tout cas, à son objectif à terme. C'est ça. C'est ça. Ce serait intéressant de se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres choses à mettre en place. Il y a d'autres moyens d'exécution. En fait, il y a moyen de saisir les revenus. Le saisie sur salaire. Il y a la saisie immobilière, et puis il y a la saisie immobilière qui peut être mise en place, mais c'est une gradation aussi dans les moyens qui sont mis en exécution.
L'objectif est quand même, voilà, au départ, l'idée c'est quand même d'obtenir le remboursement finalement. Oui, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des chiffres concrets. Voilà, sur autant de saisies, on a autant de remboursements ou un pourcentage ou une quotité de remboursement, et voir est-ce que finalement il y a un réel intérêt, puisque l'objectif c'est quand même d'arriver à pouvoir rembourser les créanciers. Est-ce que vraiment le créancier s'y retrouve par ce type de biais-là, ou est-ce qu'on ne devrait pas mettre d'autres biais en place ou réfléchir à d'autres choses? Le problème, c'est que vous avez déjà, au moment où vous avez votre défaut de paiement, toute une procédure s'est déjà mise en place. Oui. Donc il y a déjà toutes les démarches qui ont été mises en place. Quand on arrive au terme de la saisie, voilà, on est vraiment l'ultime moyen, pour récupérer finalement la dette, quoi. Dans les témoignages que nous avons reçus, on a celui de Mustapha qui nous dit comment faire face à la publicité qui nous envahit à chaque clic de souris, à chaque consultation de Google, présente dans les pages des réseaux sociaux, pub via les émissions de TV, qui bombardent nos enfants et nos ados. Tous ces médias mis à notre disposition dans nos salons nous poussent à la surconsommation, à acheter des produits dont on n'a pas vraiment besoin. Ce qui a peut-être changé par rapport, sur les 10 dernières années, il y a une forme d'éducation aujourd'hui aussi, peut-être alors pas à la résistance, mais à mieux comprendre la situation de la consommation ou de la surconsommation? Je ne sais pas s'il y a une amélioration à ce niveau-là. Ouais. On a conscience qu'il faut travailler là-dessus et on sait que c'est en prévention, c'est le moyen numéro 1. C'est l'éducation financière dès le plus jeune âge, par différents biais, que ça passe par l'école ou par d'autres moyens. Maintenant, c'est vrai que il y a aussi à développer un esprit critique. Un esprit critique. Donc, il y a effectivement ces publicités, etc. Mais c'est comprendre ce qui se passe, comprendre comment on peut être manipulé. Et à partir du moment où on en a conscience, on pose des actes et on fait des choix en toute conscience. Et c'est là que ça peut poser problème, effectivement. L'argent de poche, c'est quelque chose qu'on oublie avec nos enfants. Mais l'argent de poche, dès le plus jeune âge... C'est les mettre dans des situations... alors, ça les invite pas à consommer, mais c'est les mettre parfois dans des situations très complexes. On leur dit, voilà, tu n'as plus assez de sous pour, qu'est-ce que tu vas faire? Et comment est-ce qu'on va régler ça? Et de les mettre... Oui, ça peut être un des moyens de conscientiser les enfants à ce qu'est l'argent. Et c'est vrai que actuellement, on est plus dans la dématérialisation de l'argent que dans l'argent de poche aussi, concrètement dans le creux de la main. Et donc oui, il y a différents moyens. Je cite par exemple le site de Wikifin, où ils donnent aussi différents trucs et astuces en matière d'éducation financière. Mais je pense que là, c'est vraiment dans les priorités des priorités, c'est éduquer, prendre conscience, comprendre ce que c'est un taux d'intérêt. On parlait du crédit tout à l'heure, il y a la mention du TAEG, énormément de gens ne savent pas ce que ça veut dire, alors que c'est un outil très important pour comparer des crédits entre eux. Donc voilà. On en revient toujours finalement au même constat, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, qu'on soit sans difficulté de paiement ou avec des difficultés financières, c'est l'information et la communication. Comprendre ce qui nous arrive, comprendre à quoi on va s'engager correctement et ce que l'on risque finalement si des problèmes surviennent. Ça, c'est vraiment le point primordial, quoi. L'information, la communication et amener les personnes finalement à prendre le temps finalement de comprendre le contrat qu'elles vont conclure, peut-être à se faire conseiller par des personnes, oui. C'est possible aussi, mais à prendre le temps en tout cas de contracter finalement des contrats, pour savoir en quoi on s'engage réellement, quoi. Le problème, c'est quand on est face aux difficultés, ce temps... Ah oui, on pense qu'on n'a plus non plus. Voilà. Et le temps est compté. C'est vrai, les jours passant, les frais augmentent, etc. Et donc ça peut devenir un cercle vicieux. Mais le temps qu'on prend au départ, même si on le pense perdu, peut avoir un effet très bénéfique. Samantha nous dit: je mène plusieurs actions à Bruxelles, comme par exemple donner des repas à Noël aux personnes démunies. Lors de ces actions, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès au CPS et qui n'arrivent tout simplement pas à joindre les deux bouts. Il faut mettre en avant aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'associations qui viennent en aide à ces familles entre deux et en grosse difficulté. Le système mis en place n'a pas été pensé pour ces personnes-là au départ, et ce n'est pas seulement dans les communes dites pauvres, entre guillemets, nous dit Samantha. Ce problème est partout le même,
à Woluwe, Auderghem, Watermael, Boisfort, qui sont considérés pourtant comme des communes parmi les plus riches. On va revenir là-dessus et on reviendra juste après une toute petite page de pub sur un autre élément qui nous semblait important dans ces recommandations. Ça sera juste après ceci. Caroline Jean-Marc, directrice de l'OCE, et Sabine Thibault, juriste, répondent aussi à vos interpellations et à vos questions. Samantha qui parlait des associations qui viennent en aide. Oui, et donc je voulais rebondir justement là-dessus parce qu'il y a des associations, mais qui sont en mode, pour la plupart, en mode survie. Parce que financièrement, qui ne sont pas subsidiées ou peu subsidiées. Donc ça pose question, effectivement, elles remplissent un besoin élémentaire et elles sont elles-mêmes en situation de survie. Une des recommandations qu'on avait également épinglées, c'était le financement des services de médiation de dette qui, ce financement est variable sur le territoire en fonction d'où on se trouve. Donc en région wallonne, on est plus ou moins bien lotis. En communauté flamande, le financement de ces services est assez faible, voire ils ne sont pas financés. Et donc là où on doit venir en aide à des familles en situation de précarité, on n'a pas les moyens. Donc, oui, les bonnes volontés sont là, mais elles sont en mode survie. Et dans des services où on a des listes d'attente, avant d'avoir un rendez-vous. C'est une réalité et qui plonge les personnes qui sont justement dans des situations d'urgence. Pas avant 15 jours. Dans le meilleur des cas, parfois c'est 1 mois, 2 mois, où on ne sait rien faire pour vous. Ça, c'est neuf, par contre, non ? Le sous-financement et l'augmentation de la fréquentation de ces services. Je pense le sous-financement n'est pas neuf. Ce qui se passe, c'est que il y a de plus en plus de demandes et ces services, en tout cas en Wallonie, fonctionnent avec des enveloppes fermées. Et on est face à des professionnels aussi qui s'épuisent. Donc gérer ces situations au quotidien, recevoir des familles, soutenir des personnes en médiation de dette, ça peut être compliqué avec parfois une hiérarchie qui veut du chiffre. Plutôt que de la qualité. Et donc, il y a des actions de prévention qui pourraient être mises en place, mais les professionnels n'ont pas le temps ni les moyens de le faire. Il y a un autre élément que vous vouliez aussi voir peut-être évoluer, ou en tout cas analyser. Dans les propositions que vous avez faites, on revient sur le règlement collectif de dette. Et la question que vous aimeriez qu'on se pose, c'est de savoir si la loi aujourd'hui remplit bien ses objectifs. Vous avez une réponse, j'imagine, ou un avis sur la question, puisque vous posez la question. On était venu vous voir en janvier suite au colloque qu'on avait organisé en novembre sur le règlement collectif de dette. Et ce qu'on avait pu constater, c'est que parmi les personnes qui ont recours à cette procédure, il y avait 75% de ces personnes qui finissaient le règlement en ayant respecté leur plan. Donc on se disait, c'est quand même un signe. Yahoo! Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on avait abordé aussi la question de ce qu'on appelait les rechutes, c'est-à-dire des personnes qui arrivent au bout, qui ont remboursé leurs dettes, qui ont respecté leur plan, et puis qui reviennent quelque temps après à la procédure. Tout à fait. Donc là, on se dit qu'il y a un problème. Alors, on avait pointé différents éléments. La procédure n'est pas là pour régler des problèmes structurels de pauvreté. Il y avait aussi toute la question de l'accompagnement en cours de procédure. Oui. Donc, c'est-à-dire accompagner à la gestion budgétaire, etc. Et même après la procédure. C'est ça. Pouvoir permettre à ces personnes de ne pas se sentir lâchées ou de ne pas être lâchées une fois que la situation est réglée, au risque de retomber dans une spirale rapidement parce qu'on ne leur a pas appris finalement à mieux faire les choses ou en tout cas à mieux se sentir par rapport à la gestion de l'argent. C'est pas l'objectif de la loi. La loi, a priori non, mais c'est ça qu'il faudrait imaginer demain. Oui. On revient à l'éducation. On revient à l'éducation et aussi encore une fois la problématique de l'information et de la communication. Certaines personnes entrent en règlement collectif de dette en étant pas bien ou mal informés ou n'ayant pas pris conscience finalement de l'ensemble des obligations qui vont peser sur eux durant cette procédure. Oui, ils vont peut-être en effet pouvoir bénéficier d'une remise de leur dette, mais il y a toute une série d'obligations qui pèsent sur eux durant cette période. Et donc parfois, ça la décontenance, ça démoralise finalement les personnes. Et donc elles sont à ce moment-là, entre guillemets, éjectées de la procédure. C'est ça.
Vous parliez de l'éducation, ça fait réagir beaucoup de gens, notamment par rapport à la dématérialisation qu'on a évoquée aussi tout à l'heure, où beaucoup de gens se disent mais comment voulez-vous que nos enfants soient éduqués à l'argent? Ils auront que des cartes en main et ils auront même plus à les sortir parce qu'en passant devant un portail, ça va débloquer l'argent de leur compte pour payer leurs créanciers. Et c'est vrai que là, on risque d'être confronté à un problème. Est-ce que c'est pas un des grands enjeux de demain pour pouvoir lutter contre le surendettement, le crédit, le fait qu'il va falloir peut-être réintroduire cette notion d'éducation à l'argent? La réintroduire, certainement. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas lutter contre la dématérialisation. Pas du tout. Il faut absolument faire. Pour l'intégrer, c'est avoir conscience de ce qui rentre et de ce qui sort. Oui, et donc, le seul outil, c'est le budget. Et donc, vous avez des applications qui sont très bien faites pour pouvoir suivre votre budget au jour le jour ou à la semaine et voir où part cet argent ou comment il rentre. Et avoir une idée au mois le mois ou au trimestre de où on en est. Est-ce qu'on est plutôt dans le vert, dans le orange ou dans le rouge? Et comme Sabine le disait, à chaque changement de situation, bien prendre conscience que le témoignage était parlant. On pense que ça va aller, que ça va continuer, et en fait, on ne prend pas conscience de différents postes qui apparaissent. Il y a aussi toute une série de jeux de société qui sont créés par les centres de référence, donc en région wallonne, mais aussi je pense en Flandre aussi. Ils ont mis tout en place, de manière ludique en tout cas, une approche du budget, une approche du crédit, et donc ça permet aussi un peu dès l'école primaire, d'éduquer, de sensibiliser en tout cas les enfants via ces jeux ou à ces problématiques-là. On aura certainement du pain sur la planche sur les années à venir. Pour les années à venir, on y reviendra, nous. Et si on peut parler d'éducation, on le fera également. Les différentes applications dont vous avez parlé, on peut les retrouver quelque part, ou vous avez une information sur le site de... Sur le site de l'Observatoire, vous pouvez trouver des outils. Sur le portail surendettement de la Wallonie, il y a Wikifin, il y a Financité également, qui recense toute une série d'outils d'éducation financière. On essaiera de relayer si vous n'avez pas le temps de noter, mais de toute façon, on retrouvera Caroline Jambard et Sabine Thibault dans notre émission dans les mois à venir, c'est certain.